Direction Paris, à la pyramide du Louvre, dans ce grand angle où une nouvelle exposition va bientôt ouvrir ses portes. Un vernissage consacré aux peintres hollandais du XVIIe siècle, avec en vedette 11 tableaux de Rembrandt prêtés par un collectionneur d'art, Thomas Kaplan, spécialement pour l'occasion. Les explications avec Julie Hébeau. Dans le cadre de sa saison dédiée au siècle d'or hollandais, le musée du Louvre expose une sélection des principaux chefs-d'œuvre des peintres du XVIIe siècle hollandais. Pour l'occasion, le milliardaire américain Thomas Kaplan et son épouse Daphne Recanati Kaplan ont rassemblé pour la première fois leur collection. Quasiment toutes les peintures qui sont dans notre collection viennent de particuliers. Nous avons acquis près de 250 peintures du domaine privé et notre politique, c'est de les remettre entre les mains du grand public. Et parmi les peintures présentées, les visiteurs pourront découvrir celle de Rembrandt, maître incontesté de l'art hollandais du XVIIe siècle et sûrement l'un des plus grands peintres de son temps. Nous avons porté nos efforts depuis 14 ans dans la collection de Rembrandt. Nous pensons que Rembrandt était, comme Malraux l'a si bien exprimé, le premier peintre à toucher véritablement le cœur. Il ne fait aucun doute pour nous que Rembrandt était une personne révolutionnaire, au même titre que Shakespeare était Shakespeare, Bach et Beethoven. Rembrandt, c'est Rembrandt. Depuis 2003, Thomas Kaplan, passionné, achète compulsivement au rythme d'une peinture par semaine. Aujourd'hui, il détient 11 toiles et 9 dessins de Rembrandt. Après l'exposition chef-d'œuvre de la collection Leiden, le siècle de Rembrandt, une 60aine de chefs-d'œuvre de la collection sera présentée à Shanghai, à Pékin et puis à Abu Dhabi avant de retourner en Europe puis en Amérique. Pour nous, c'est le début d'un nouveau chapitre de notre collection. En emmenant nos peintures au Musée national de Pékin, à Shanghai, en ayant la possibilité d'amener Rembrandt à Abu Dhabi, un oasis de lumière, littéralement à 2 pas de Mossoul et Palmyre, ça c'est important. C'est une mission, c'est une cause à défendre. Je pense qu'il n'y a pas de façon plus forte de rendre hommage à Rembrandt. Au Louvre, l'exposition ouvrira ses portes ces prochains jours, du 22 février au 22 mai, l'occasion de redécouvrir la peinture hollandaise. Et le Louvre, lieu incontournable de l'art, a vu son histoire marquée par un seul homme. Il n'était encore que Bonaparte et déjà celui qui devint Napoléon pillait les œuvres d'art dans toute l'Europe pour créer le plus grand musée du monde, le Louvre à Rome. Une exposition réunit celles que ses armées prirent à l'Italie. Sarah Jamy, bonjour. Vous allez nous parler de Napoléon aujourd'hui. Tout à fait Valérie. Napoléon était un voleur donc, et c'était un amateur d'art. Entre 1796 et 1814, la France a volé pas moins de 500 tableaux, un butin que Napoléon voulait rassembler pour en faire le plus grand musée du monde, le Louvre. Ouais. Comment il s'y est pris alors pour voler ces œuvres? Racontez-nous. Alors tout était organisé de main de maître par Napoléon. Le futur empereur, afin d'enrichir le musée du Louvre, avait mandaté des commissaires afin de sillonner les territoires conquis et de repérer et de répertorier les œuvres qui étaient les plus intéressantes pour les faire venir en France. Et comment l'Italie a-t-elle récupéré son patrimoine? Alors, c'est une histoire à laquelle Antonio Canova qui a joué un rôle essentiel. C'est un sculpteur italien originaire de Venise à qui on a demandé en quelque sorte de rendre à l'Italie ce qui était à l'Italie. À partir de 1816, il organise sous le commandement du pape. Il commence en fait à récupérer une centaine d'œuvres. C'est le cas notamment des chevaux de la place Saint-Marc à Venise qui, après avoir été placés sous l'arc de triomphe du Carrousel à Paris, retrouvent enfin la cité des Doges. Ce retour à la source des œuvres italiennes a profondément marqué le cœur des Italiens. Mario De Simoni, président de la Réunion des musées nationaux italiens, nous raconte. Lors du rapatriement des œuvres, les Italiens se rendent compte de l'importance du patrimoine historique artistique et pour la première fois le ressentent comme un patrimoine public, à eux. C'est ainsi que naissent les musées publics, sur les réserves de ce qui aurait dû être le Grand Louvre. Le rêve de Napoléon se brise donc, mais laisse à l'Italie un héritage énorme. Les musées publics s'ouvrent à Bologne, Venise, en Ombrie. À Milan, on envisage d'en ouvrir un autre, le tout grâce à cette opération.
Du Tintoret à Raphaël en passant par le Pérugin, une remarquable collection est actuellement à découvrir aux écuries du Quirinal, un des principaux musées artistiques de la ville éternelle. Elles ont été prêtées par l'occasion par les plus grands musées d'Italie. Walter Curzi, commissaire de l'exposition, nous parle de cet événement culturel actuellement à Rome. Nous avons voulu raconter le grand projet qu'était le musée universel, le tout en s'éloignant de l'interprétation de cet épisode historique qui en fait un vol. Nous avons préféré conter le grand rêve de Napoléon, celui d'un musée qui deviendra un modèle pour toute l'Europe. Et si vous passez actuellement par la capitale italienne, vous avez jusqu'au 16 mars pour dévorer cette exposition avant de vous faire plaisir avec 2 calzones. Merci beaucoup Sarah Jamil. Les calzones, on va les laisser pour quelqu'un d'autre. C'est bientôt l'été, on va faire attention à notre ligne. Et puis Moscou qui se drape des tableaux italiens. Une quarantaine de chefs-d'œuvre venus tout droit du Vatican pour une exposition. Les peintures qui quittent l'Italie en grande quantité pour montrer au peuple moscovite la finesse de l'art italien. Les détails tout de suite avec Andrea Benisti. Raphaël, le Caravage ou encore Véronèse. Des peintres italiens rendus célèbres par leurs œuvres mises côte à côte durant l'exposition Roma Eterna à Moscou. Une initiative inédite. Pour la première fois, la capitale russe accueille près de 42 chefs-d'œuvre issus de la Pinacothèque du Vatican. Une collection qui balaye l'époque médiévale jusqu'au XVIIIe siècle. Pour la première fois de l'histoire du Vatican, nous avons fait sortir une collection exceptionnelle tant en qualité qu'en quantité. Un vernissage mis toutefois en danger par des difficultés financières. Le projet a été sauvé in extremis par un magnat de l'acier, Alisher Ousmanov, proche du président Poutine. Un cadeau au peuple moscovite qui pourra admirer des œuvres comme la mise au tombeau du Caravage ou les anges musiciens de Melozzo di Forlì. Cette exposition a été très difficile à organiser. Nous avons ici des choses de différentes époques. Chacune d'entre elles sont un chef-d'œuvre. Certaines sont encore plus qu'un chef-d'œuvre et d'autres encore plus. Comme par exemple ce Caravage devant lequel nous nous trouvons actuellement. Début janvier, le guichet de l'exposition affiche complet. Un emprunt patrimonial apprécié de la Russie et de l'Italie dans un contexte politique tendu entre l'Union européenne et l'ex-URSS. Et toujours à Moscou, figurez-vous que l'art a même conquis l'espace grâce à une femme, Galina Balachova. Elle a été la première femme à aménager des habitacles des capsules spatiales soviétiques d'une façon artistique. Andrea Benisti, bonjour, vous êtes là pour nous en parler. Alors, comment elle conservait l'art dans l'espace ? Eh bien, dans l'espace comme sur Terre, pour cette soviétique, la capsule devait avoir un plafond et un plancher parce que c'est peut-être bête à dire, mais comme dans l'espace il n'y a pas de haut et de bas, l'œil humain est tout de même habitué à avoir un espace de vie aménagé comme sur Terre. Et Galina Balachova était la première de l'époque à concevoir l'espace de vie des cosmonautes de cette façon. Son rôle était comme celui d'une architecte d'intérieur classique. Il fallait qu'elle conçoive l'espace de vie de la capsule de manière confortable et fonctionnelle, en respectant toutefois les contraintes liées à l'environnement comme celui de l'espace. Avant elle, les capsules spatiales n'étaient qu'un espace contenant du matériel et des grosses boîtes métalliques où étaient rangés des instruments pour les cosmonautes. Et Galina a donc fortement contribué à améliorer les conditions de vie des astronautes grâce à ses créations, comme nous l'explique un des cosmonautes qui a voyagé à bord d'un appareil décoré par Galina. On l'écoute. Tout est fait pour que le pilote puisse à la fois se relaxer et faire son travail dans toutes les tâches qu'il est censé exécuter. Alors, pour revenir à l'histoire de Galina Balachova, son premier croquis remonte à 1963 lorsqu'elle dessine le premier intérieur du vaisseau Soyouz. Alors, elle a toujours pris soin d'ajouter sa touche personnelle, des tableaux décoratifs qui ont pendant longtemps aidé les astronautes qui voyageaient pendant parfois plusieurs mois à se sentir chez eux et eux-mêmes demandaient parfois exprès ces tableaux qui sont sa touche, on va dire, artistique qui caractérise tant le travail de Galina. L'important a été que tout rentre dans la capsule et qu'on s'y sente bien à l'intérieur. Regardez. Ils ont été dans le ciel, dans l'espace, dans une capsule. Puis grâce à cette trappe, ils sont entrés ici et y ont vécu pendant une semaine ou un mois peut-être. Ici, ils avaient de la nourriture et de l'eau. Ici, c'était le tableau de bord. Et là, je leur ai dessiné des livres. Alors Galina, elle a été la première femme à occuper un poste dans l'aérospatiale, Andrea Benisti, mais au début, son travail était vraiment relégué au second plan. Exactement, et c'est même
plus que ça, car Galina n'a jamais été autorisée par ses supérieurs à signer ses créations, même si elle en avait les droits d'auteur, mais elle possédait, elle était l'une des rares femmes dans le domaine aérospatial soviétique déjà de son époque, et c'était la seule à avoir un poste créatif, donc elle affirme elle-même qu'elle a été traitée pendant longtemps comme une domestique. Pourtant Galina ne s'occupait pas simplement de réaliser l'intérieur des capsules, elle concevait aussi les emblèmes. On lui doit notamment l'emblème rouge et bleu de la mission spatiale américano-soviétique Apollo-Soyouz de 1975. Ils m'ont dit « Balachova dessine l'emblème de Soyouz Apollo ». Et donc je l'ai fait, mais ils ne m'ont pas laissé le signer de mon nom. Même si j'avais les droits d'auteur, mes supérieurs pensaient qu'ils en étaient les auteurs. Et ces fameux croquis, elle les conserve encore précieusement chez elle. Toujours attachée aux astres, Galina vit aujourd'hui à Korolev, à proximité de Moscou, non loin de la Cité des Étoiles, le centre d'entraînement des cosmonautes russes. Allez voir. Et puis, une autre forme d'art que l'on peut contempler à la Belle Étoile, à l'ombre des gratte-ciel et des centres commerciaux fastueux. Un quartier populaire de Dubaï s'orne d'immenses fresques qui célèbrent l'héritage des Émirats, vues par des peintres et des graffeurs internationaux. Regardez. À l'ombre des gratte-ciel et des centres commerciaux, un quartier populaire de Dubaï gagne à être connu en raison de son street art. Cet arrondissement situé au cœur de Dubaï s'orne d'immenses graffitis et fresques qui célèbrent l'héritage des Émirats, vus par des peintres et graffeurs internationaux. Un projet financé par le gouvernement qui fait appel au talent de 16 artistes de rue. Depuis novembre dernier, chacun d'eux livre sa propre interprétation du passé sur des bâtiments d'une artère fréquentée du quartier Satwa, l'un des plus anciens et des plus cosmopolites de Dubaï. Nous avons discuté de la manière dont nous pourrions transformer Dubaï en musée en ciel ouvert et nous avons trouvé cette idée. Les graffitis peuvent transformer tout un quartier. Nous avons choisi la rue du 2 décembre pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle est située à un carrefour majeur de Dubaï entre la rue du Cheikh Zayed et la rue Jumeirah, et ensuite parce que le 2 décembre est important pour nous. C'est notre journée nationale. L'art urbain est de plus en plus en vogue au Moyen-Orient. Et si les graffitis apparaissent souvent comme une marque de résistance aux politiques contemporaines, ici, à Dubaï, l'art de rue prend une forme plus conciliante et pacifiste. Un vieil homme à bord d'une barque, des enfants courant dans la rue, un peu plus loin encore, 2 hommes vêtus de vêtements traditionnels. Les graffitis sont un art pour toute la société, quelle que soit la nationalité ou l'âge. Ce type d'art se concentre sur les traditions et la culture du pays. Cette expérience m'a permis d'exprimer mon amour pour mon pays. Si l'art de rue est techniquement illégal à Dubaï, ce projet artistique a été approuvé par le gouvernement. Les peintures murales offrent un autre visage à la ville, une manière colorée de moderniser et dynamiser un arrondissement.